va commencer par une session sur des quiz de CG. Donc, j'espère que tout le monde a pu se reposer, prendre son déj. Donc, je sais que c'est Agadir, mais bon, je vous demande un peu de concentration. On va vous réveiller. Donc, tout de suite, sans tarder. Donc, juste un petit rappel on va dire de l'électrophysiologie cardiaque. Donc, vous savez que quand on a un tracé QRS, ça traduit la dépolarisation des différentes cavités cardiaques. Donc, je vais essayer de retrouver ma flèche. Alors, l'onde P du QRS va correspondre à la dépolarisation de l'oreillette. Ensuite, vous avez l'intervalle PR qui correspond au temps de conduction entre l'oreillette et les ventricules. Donc, tout ce temps, jusqu'arriver au niveau de ventricule, c'est-à-dire le passage par le nœud AV, le faisceau de His, jusqu'au niveau des branches. Et puis, le QRS, c'est la dépolarisation des cavités ventriculaires. Et puis, l'onde T, c'est la repolarisation, c'est la phase de repos. Donc, on peut avoir différents types de troubles de rythme, donc soit à l'étage auriculaire ou ventriculaire. Ça peut être aussi bien des problèmes de conduction, donc à l'origine de bradycardie, soit à l'étage auriculaire ou ventriculaire, ou alors à l'inverse des tachycardies qui peuvent prendre naissance soit à l'étage auriculaire ou ventriculaire. Donc, on parlera de supraventriculaire quand c'est au-dessus du His et de ventriculaire quand ça vient du ventricule. Donc, rappelez-vous que la conduction se fait une fois arrivé au niveau du nœud par le His, qui va se départager en deux branches, la branche gauche et la branche droite. La branche gauche elle-même qui donne naissance à deux hémibranches. Donc, on va y revenir peut-être tout à l'heure. Donc, l'analyse d'un tracé ECG nécessite toujours de rechercher une onde P. Toujours, il faut être didactique pour ne pas se tromper, en tout cas dans la majorité des cas. Si possible, aussi analyser la morphologie de l'onde P quand on peut. Il faut toujours s'acharner à rechercher le rythme atrial, donc comment il est, est-ce qu'il est normal, la fréquence éventuellement atriale. Bien analyser la morphologie des QRS et puis étudier la relation P-QRS. Est-ce qu'il y a plus d'ondes P que de QRS, etc. Tout ça, c'est très important à chaque fois qu'on fait l'analyse d'un ECG. Et si possible, utiliser un compas, soit prendre une feuille, essayer de retrouver les ondes P, essayer de les retrouver à travers les tracés ECG. Donc, comme c'est des quiz, mais c'est aussi interactif, donc vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Alors, on va commencer par ce premier tracé. Alors, et je demanderai à quelqu'un éventuellement de se porter volontaire pour faire l'analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas un grand compas, mais vous pouvez déjà chercher comment il est le rythme. Est-ce qu'il est normal? Est-ce que vous arrivez à voir les ondes P, les QRS? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un patient qui se plaint de l'hypothymie. Il est lent. D'accord. Vous avez un tracé lent en bas, tout à fait en bas en V1. D'accord. Donc, c'est une bradycardie sinusale. Tout à fait. Donc, c'est un patient éventuellement qui aura besoin, bien sûr, après avoir fait un bilan complet, d'un pacemaker. En fait, c'est une dysfonction sinusale. Donc, c'est un aspect de dysfonction sinusale. Et ça, c'est le même patient. Donc, pause. Est-ce qu'il y a des ondes P? Un tracé plat. Donc, c'est une pause sinusale. Donc, c'est ce qu'on appelle un arrêt sinusal. Si vous voulez, c'est le bloc sinauriculaire de 3e degré. C'est l'équivalent du BAV de 3e degré, mais là, c'est à l'étage auriculaire. Donc, vraisemblablement, il a besoin d'un pacemaker. Et là, vous pouvez comparer par rapport au tracé tout à fait en bas qui est une bande longue. Il est régulier tout le temps ou là, comment il est régulier tout le temps? Est-ce que vous pouvez voir une onde P ou pas? Est-ce que il est où l'onde P bloquée? Vous pouvez me la montrer? Vous pouvez aller sur les... S'il y a une onde P bloquée, il faut me la montrer.
Il est où? Il est où? Non, il n'y a pas d'onde P bloquée. Donc, en fait, restez. En fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez QRS. Vous avez un ralentissement, il n'y a pas d'onde P. Et qu'est-ce que vous avez après le ralentissement? Oui. Est-ce que vous pouvez mesurer l'intervalle là, le plus long? Voilà. Est-ce que vous pouvez mesurer l'intervalle le plus long? Combien il fait? Oui. À peu près. Donc, c'est ce qu'on appelle le bloc de sortie. C'est un type de bloc sino-auriculaire, donc de 2e degré. Donc, quand on a 2 ou 3 fois l'intervalle de base, on peut parler d'un bloc de sortie. C'est un bloc sino-auriculaire de 2e degré. Là aussi, si le malade est symptomatique, il faut l'appareiller. Donc, il n'y a pas d'onde P bloquée, on est bien d'accord. Alors là, c'est un patient qui se plaint de l'hypothymie tachycardie. Ça, c'est son Holter ECG. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur le Holter? Oui. Tout à fait. Au fait, quand il s'agit d'un sujet âgé qui est symptomatique, c'est inquiétant. S'il s'agit d'un sujet jeune, ça peut être juste une arythmie sinusale tout à fait normale. En fait, il faut se rapporter au contexte du patient et à sa clinique. Tout à fait. Vous avez compris la question? On peut avoir des pauses sinusales la nuit. Alors, normalement, on tolère jusqu'à 6 secondes, asymptomatique. Si c'est plus que ça, donc c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça, c'est le jeûne et le respiratoire. Exactement, exactement. Mais on peut voir cet aspect, on peut le voir souvent chez les jeunes. On peut le voir souvent chez les jeunes et en général, ils ne sont pas symptomatiques. Les sportifs aussi, exactement. Il y a une sorte d'hyperactivité vagale associée au sport. Mais s'il s'agit de sujets âgés qui sont symptomatiques, il faut se méfier. Ça peut être une dysfonction sinusale 2e degré. Ouais. On continue ou là vous avez des questions? Ça commence à s'échauffer. On est parti de la bradycardie. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un enregistrement Holter de 24 heures chez un patient qui se plaint de tachycardie, l'hypothymie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Quel côté vous décrivez? Dites-moi quelle partie vous décrivez. Oui, allez-y. Bravo. Donc, il y a 3 parties. Alors, la première partie, en haut, qu'est-ce que vous voyez? Oui. C'est quoi? Oui, il faut le dire. Oui, c'est irrégulier. C'est une F1, oui. Après? Je ne sais pas si on a le droit aujourd'hui de parler de fibrilles flotteurs. Je ne sais pas ce qu'on pense, Abdelhamid. Il fut un temps qu'on parlait de ça. Oui. Ouais. Tout à fait. Fibrillation, conduction. Oui. Oui. Très probablement, oui. Vous avez compris? Parce que d'habitude, quand on est en fibrillation atriale, si le nœud n'est pas malade, il permet de conduire assez rapidement. Bien sûr, ça dépend de l'âge. Mais si vous voyez comme ça, si vous voyez comme ça des conductions assez lentes, sachant que le malade n'est pas sous traitement médicamenteux bêta-bloquant, donc il y a un problème. Ça veut dire que la conduction auriculo-ventriculaire n'est pas normale. D'accord? C'est pour cela qu'il disait, Dr Mustafa, que ça peut cacher un trouble de conduction auriculo-ventriculaire. Donc,
Et à côté de ça, le patient, vous avez dit la deuxième partie, il y a un ralentissement, c'est une pause sinusale, il n'y a pas d'onde P bloquée, on est bien d'accord. Et puis ça reprend. Je ne sais pas si ça se raccourcit, mais en tout cas, on a l'impression, mais peut-être, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu veux parler de la partie à droite. En fait, parce que si tu vois bien, ce n'est pas une onde P sinusale, regarde. C'est une extrasystolie en fait. C'est pour cela que tu as une morphologie différente et un PR qui est différent, qui est court. Mais je rejoins Abdelhamid, effectivement, le PR n'est pas tout à fait normal, il est un petit peu lent, une fois vers le bas, une fois quand ça reprend en rythme normal. Donc il s'agit très probablement d'un trouble de conduction binodale, aussi bien à l'étage auriculaire que reculo-ventriculaire. Donc qu'est-ce que vous auriez proposé chez ce patient? Exactement, c'est ça justement. Voilà, vous avez compris? Qu'est-ce que vous aurez proposé? Il fait de la F1, il fait des pauses. Qu'est-ce que vous allez donner comme médicament ou prise en charge? Est-ce que vous allez donner un traitement antiarythmique chez ce patient? Pourquoi? Supposant que la conduction reculo-ventriculaire est normale, est-ce que vous allez donner un antiarythmique, un médicament antiarythmique? Pourquoi? Vous avez compris? En fait, c'est ce qu'a dit Sichraibi, c'est une maladie de l'oreillette. Ça veut dire que tantôt l'oreillette s'emballe, il y a de la F1, et tantôt il n'y a rien. Donc c'est une indication à quoi? À la stimulation. Et par la suite, on peut donner des médicaments. Tout le monde a bien compris? On est bien d'accord? Oui. Si le patient était sous bêta-bloquant, oui, éventuellement, on peut faire ça. Mais en général, quand on a des tracés comme ça, des malades qui font des pauses sous bêta-bloquant, ça veut dire qu'ils ont déjà un problème nodal, un problème pathologique qui a été démasqué par les bêta-bloquants. Souvent, sauf si c'était une de forte dose, mais bon. Alors, dites-moi. Réfléchis. Et si le malade se met en pause sinusale, le monochambre, vous allez mettre le monochambre où? Au niveau de l'oreillette ou là, du ventricule? Au niveau du ventricule. Ça dépend. Si c'est une FA permanente, ce qui n'est pas le cas, vous allez quand même faire perdre au patient le synchronisme auriculo-ventriculaire et puis vous allez éviter, si la conduction reste quand même correcte, vous allez éviter la stimulation ventriculaire tout le temps. Si vous mettez un double, si vous mettez un mono, vous allez condamner le patient. Il sera stimulé souvent à l'étage ventriculaire, ce qui n'est pas bien. Alors, on peut proposer comme un monochambre si le patient est en fibrillation permanente, mais ce n'est pas le cas. Si c'est une FA paroxystique, dysfonction sinusale, patient jeune, donc il vaut mieux mettre un double chambre. Parce que si jamais le patient se met... il ne faut surtout pas mettre une sonde au niveau de l'oreillette uniquement. Il faut mettre un double chambre. Là, c'est un patient de 60 ans qui fait des syncopes. Et le CG Diallo, donc voilà, vous avez son ECG. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un peut faire l'interprétation? Vous avez un D2, D3, de haut en bas, et frontal, et puis V1, je ne sais pas si ça sort bien. V1 ici, V2, V3, V4, V5, V6. Vous avez D1 là, D2, D3, AVR, AVL, AVF. V1, ça commence là. Non, il est régulier le rythme.
De temps en temps, on a des choses, on a des extras. Yalla. قربوا شي واحد يقرب. Comme ça, vous... Allez-y, allez-y. Mettez-vous comme ça, vous allez mieux voir. Si vous avez besoin de montrer, montrez avec ça. Petite fille, mais bon, c'est pas assez... Le rythme, il est régulier. Il est régulier, mais là, il est irrégulier. Il est sinusal, avant chaque QRS. Des fois, il y a des extrasystoles. Elles sont supraventriculaires. Quand je les QRS ils sont larges, donc avec un aspect de BBD. Donc, bloc de branchement. L'axe, il est gauche. Mais il y a un hémibloc. Donc, bloc antérieur gauche. Donc, ce qui peut expliquer l'axe qui est dévié. Donc, on a le BBD plus l'hémibloc. Bifasciculaire. Donc, on va chercher le PR. Je ne pense pas qu'il y ait de BAV premier degré. Le PR, il ne paraît pas très long. On fait ça par une électrophilie ou chose malade. Justement, non. En D2, on le voit bien, mais bon, comparativement, je ne pense pas qu'il dépasse. Non. On va avoir une pause, un repos compensateur après l'extrasystole. Un allongement.